Un Premier ministre qui s'émeut des commentaires violents sur Facebook et Twitter, mais la violence virtuelle est-elle le catalyseur de la violence réelle? Nous avons mené l'enquête et voici les indices. De la violence en meute, dès les débuts de Twitter avec la Ligue du LOL, un harcèlement réel sur un terrain de jeu virtuel qui pousse à se demander si la violence n'est pas intrinsèquement liée aux réseaux sociaux. Une leader gilet jaune violemment prise à partie, en vrai, dans une manif, après avoir été maltraitée sur la toile, et des femmes politiques qui dénoncent les attaques qu'elles subissent sur Twitter. Sexisme, racisme, antisémitisme. Pourquoi les réseaux sociaux semblent-ils favoriser à ce point les insultes? Hashtag ira soumettre le résultat de cette enquête à Cyril Lage, fondateur de Cap Collectif, plateforme de débat qui réussit l'exploit de convaincre les Gilets jaunes et le gouvernement comme quoi tout est possible. Mais d'abord, premier indice, février 2019, on découvre une étrange ligue qui aurait harcelé en toute impunité sur les réseaux sociaux. Ils sont une trentaine, majoritairement des hommes, à avoir harcelé de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux entre 2008 et 2012. Leur cible principale, des femmes, des féministes, des homos, des journalistes. Ils le faisaient de manière anonyme ou parfois en leur nom propre. C'est quand même un groupe qui est basé sur l'humour à l'origine. Le but, c'était de se faire rire entre eux. Des gens, en l'occurrence, qui étaient nos supérieurs socialement, puisque des gens qui avaient des contrats dans des grandes rédactions. L'affaire est circonscrite au monde des journalistes, mais elle pose une question. L'usage des réseaux sociaux libère-t-il la violence que chacun porte en lui? On en parle tout de suite avec Véronique Reissoul de Dentsu Consulting, qui a des chiffres inquiétants. Véronique Reissoul, bonjour. Cette affaire de la Ligue du LOL, apparue en 2008 sur Twitter, au tout début de Twitter, pousse à s'interroger sur une violence inhérente aux réseaux sociaux. L'avez-vous observé, cette violence? Alors en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder la progression, parce qu'effectivement, à l'époque, il y avait quand même peu de gens sur les réseaux sociaux. Donc et en tout moins cas, de violence, évidemment, puisqu'il y a moins de gens. Ou en tout cas, on peut dire que c'était peut-être un petit nombre de personnes. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux touchent tout le monde. Et donc, on a essayé de regarder s'il y avait eu une progression, parce qu'on l'entend souvent, on a voulu le mesurer. Donc, avec Respect Zone et Netino et Talkwalker, on a fait une étude pour mesurer la différence de violence entre 2017 et 2018. Et les chiffres sont assez éloquents, parce qu'on voit que, par exemple, donc déjà aujourd'hui, 9,5% des commentaires sur l'ensemble des réseaux sociaux sont des commentaires violents. D'accord, 1 sur 10, c'est pas mal. Donc c'est quand même beaucoup. Ensuite, on s'est dit, est-ce qu'il y a une augmentation de l'appel à la violence? Et donc on voit qu'il y a plus de 66% d'augmentation du nombre de commentaires qui appellent à la violence. En un an, plus 66%? Oui, mais d'appel à la violence, c'est pas la même chose qu'un message violent, c'est un message qui appelle à avoir... C'est pire. C'est beaucoup. Puis après, on s'est dit, peut-être que c'est un petit nombre de personnes. Dans le fond, c'est peut-être quelques excités qui sont plus virulents qu'avant. Eh bien, on a quand même un chiffre encore plus inquiétant, je trouve, parce que plus 10,3% du nombre d'auteurs d'insultes. Donc ça se propage. Ça se propage, de plus en plus de gens utilisent des insultes dans leurs messages. Alors ça date d'il y a, vous dites c'est sur l'année qui vient de s'écouler, on s'interroge entre le lien avec le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'on a vu effectivement qu'il y avait eu pas mal de prises à partie violentes sur les réseaux sociaux dans le cadre de ce mouvement. Est-ce que c'est lié? En fait, c'est pas lié. Quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a plus de violence, c'est ce que je vous disais, mais au moment des Gilets jaunes, il y en a proportionnellement pas plus. D'accord, il n'y a pas un pic, quoi. Non, il n'y a pas un pic. Il y a un pic de messages, mais il n'y a pas un pic de violence. Et alors, sur les deux phénomènes récents qui ont beaucoup fait réagir, notamment les insultes essuyées par Ingrid Levavasseur, un éphémère tête de liste Gilets jaunes. Alors, c'était dans le monde réel, dans une manifestation, mais la vidéo a énormément buzzé sur les réseaux sociaux, suscité énormément de commentaires. Quel impact elle a eu, justement? Alors, il y a eu beaucoup de commentaires, on va dire les 3 jours qu'on suivi cette scène, il y avait plus de 11 000 messages. Mais ces messages, qui étaient intéressants, c'est de voir qu'en fait, ils sont sur 2 registres. Il y a un registre qui est la dénonciation de l'agression. Des mots, des gestes, beaucoup. On va dire que ça représente à peu près 50% des messages. Et ensuite, vous avez un autre registre qui est en fait la notion de l'illégitimité. En fait, ce que les uns et les autres disent, c'est que si elle se fait insulter à ce moment-là, c'est qu'en fait, ils considèrent qu'elle est devenue une politique. Ils ne contestent pas le fait qu'elle a le droit de présenter une liste et de devenir une politique. Mais si elle est politique, elle n'a plus à avoir un gilet jaune et à être sur place. Oui, donc en fait, la moitié des commentaires reprennent finalement ce qui est dit dans la vidéo, quoi. De façon plus élégante. Plus élégante. Bon, d'accord. En tout cas, c'est clivé. Pour
le C'est coup, très kiffé. réellement. Et alors, le même week-end, Alain Finkielkraut a lui aussi été insulté en marge d'une manifestation Gilets jaunes. La vidéo filmée par Yahoo Actualité a là encore fait le buzz, voilà, largement, dans le débat autour de la question de l'antisémitisme. Alors là, c'est compliqué parce que l'antisémitisme, normalement, les commentaires antisémites sont censés être enlevés par les hébergeurs. Alors, qu'avez-vous pu observer autour de cette vidéo? Là, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a des messages qui vont tous dans le même sens. Il n'y a pas un clivage comme pour Madame Levavasseur. Là, tout le monde est d'accord pour dire que ça n'est pas admissible. Après, le sujet de l'antisémitisme est un peu particulier parce que dans les messages que l'on voit, de plus en plus remonte, en fait, on va dire un signal faible qui est, c'est plutôt une discussion autour de l'anti-islamisme. Antisémite ou pas, où sont les frontières? Et alors là, cet étrange graphique, c'est étrange, en fait, synthétise des commentaires autour de cette vidéo donc de prise à partie d'Alain Finkielkraut. Alors ça veut dire que les gens ne trouvent pas ça bien. Et ça veut dire que c'est pas bien non plus. Et là, ça veut dire attention, il faut vraiment, on peut pas laisser passer le petit bonhomme. Là. En fait, il est un peu dubitatif et c'est le fameux anti-islamisme qui est derrière ce personnage. D'accord. Est-ce que vraiment c'est un sujet de l'antisémitisme global en France ou est-ce que c'est plutôt les islamistes? D'accord. L'utilisation de cette affaire pour cibler. Et alors, tous ces messages, ils sont anonymes ou pas? Alors, on va dire sur Twitter souvent, sur Facebook beaucoup moins. Et globalement, on va dire que l'anonymat, on entend souvent que le sujet, c'est l'anonymat. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que moins les gens sont anonymes, plus ils sont violents. Ce qui est très paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas psychologue, donc j'imagine qu'un psychologue... On va faire réagir les autres invités, là, vous leur tendez la perche. Mais ce qui est clair, c'est que c'est comme si le fait de ne pas être anonyme fait qu'il faut que je justifie ma violence en étant extrêmement violent. Donc c'est paradoxal, finalement. Ouais. On est encore plus violent quand on n'est pas anonyme. Ouais. Ah oui, ça va contre une idée reçue, ouais, effectivement. L'anonymat, il permet simplement de faire une petite violence rapide, mais on peut passer à autre chose. Bon, écoutez, on va analyser tout ça justement avec nos autres invités. Merci Véronique. Olivier Simelière, communicant, spécialiste des réseaux sociaux, et Hélène Vecchiali, psychanalyste, auteur de Moi, moi et moi chez Marabout. Ce moi dont vous parlez s'exprime énormément sur les réseaux sociaux. Il donne son avis, écrit sa colère, interpelle violemment. Les chiffres de Véronique Reissoult ont montré que c'était parfois la face un peu obscure de ce moi qui s'exprimait sur les réseaux sociaux. Comment vous l'expliquez ? Bien, je pense que c'est vrai que les réseaux sociaux laissent libre cours à un phénomène narcissique, un cercle vicieux narcissique, d'hyper-narcissisme. Plus les gens sont likés, plus le narcissisme se gonfle. Et pourquoi ils peuvent déchaîner ainsi leur pulsion de mort, leur pulsion destructrice? C'est que sur des réseaux sociaux, il y a un effacement de l'altérité. Il y a une déshumanisation de la victime. L'autre n'existe pas, puisqu'il ne peut pas répondre par la tristesse, la douleur, etc. Donc il n'y a pas de frein à l'agressé. L'agressé n'est pas freiné par son empathie. Et donc il va pouvoir laisser libre cours à sa violence. Il est également porté par cet effet de meute, et donc ce sont des raids qui sont impunis. Oui, Olivier Simelière, on a évoqué cette Ligue du LOL, et c'est vrai que dès les débuts Twitter, on a l'impression qu'elle est intéressante parce qu'elle pose justement la question de cette violence intrinsèque des réseaux sociaux, avec le fait effectivement de démolir l'autre, avec le ton de la blague. Et c'est vrai que le LOL, c'est ce petit smiley là qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux, cette espèce de second degré un peu violent. Est-ce que c'est symptomatique justement de ce fonctionnement des réseaux sociaux ? Ça présageait en tout cas de ce que les réseaux sociaux allaient devenir par la suite. Maintenant, il faut remettre un petit peu ça dans le contexte. Pas analyser avec les yeux d'aujourd'hui ce qui s'est passé hier, c'est ça ? Oui, aussi, ça explique certaines choses. Alors, sans nullement absoudre ce qui a été commis par la Ligue du LOL, mais c'était une époque où tout le monde découvrait les réseaux sociaux. Il y avait une attitude certainement très décomplexée et surtout pas forcément consciente que tout ce qui avait été dit, écrit sur Twitter, allait rejaillir un jour. Oui, d'où cette liberté. C'était l'impunité. Et on oublie souvent d'ailleurs cette empreinte numérique que les gens laissent en émettant des messages, particulièrement sur Twitter. Donc la Ligue du LOL se lâchait, mais sans vraiment mesurer. D'accord, c'était les premiers pas et ils n'avaient pas effectivement mesuré tous les impacts. Avec justement aujourd'hui ce télescopage qui pose question aussi entre les victimes qui, avec les années, ressortent, et on a vu republier des insultes assez anciennes, et avec des listes de noms qui sont là encore jetés en pâture. Que pensez-vous de
ce télescopage, Hélène Vecchiali, entre justement les victimes qui veulent aussi, j'imagine, reconstruire leur moi, réexister, mais qui du coup changent. Voilà, on a comme une inversion des rôles. C'est sûr que les victimes sont, comme je le disais tout à l'heure, sont inexistantes. Il n'y a que les harceleurs qui sont présents. Et elles ont besoin d'être reconnues en tant que victimes. Et je crois que ce qui est surtout aussi spectaculaire, c'est que ces victimes-là sont beaucoup des victimes femmes. Parce que ces harceleurs-là, ils ne tombent pas du ciel s'ils harcèlent surtout les femmes. C'est qu'on est dans une société qui est quand même toujours à domination masculine. Le livre de Bourdieu en 98, la domination masculine, il est toujours d'actualité. Mais quelque part, pour que les victimes reconstruisent leur moi, je me fais un peu psychanalyste là, de plateau télé, on va dire. Et bien, quelque part, elles se mettent dans la position du harceleur aussi, finalement, avec ces listes de noms, etc. Vous le mettez sur le même plan? Oui, non, c'est pas sur le même plan. Elles sont dans un système de défense, elles réagissent, elles n'ont pas agi, elles réagissent. Et donc, en réagissant, là aussi, elles se retrouvent avec cet effet de meute, avec cet effet de chasse à l'homme, etc. Qui semble quand même vraiment inhérente, quand même, pour le coup, vous disiez les jetons ont changé, quand même assez inhérente aux réseaux sociaux, avec ce que disait Véronique Reissoul tout à l'heure. Quel que soit le sujet, après, si ça s'emballe digitalement et médiatiquement, après c'est vite la cacophonie où chacun prend son camp, sort les dossiers qu'il a à sortir. Chacun veut exprimer, c'est ce que vous dites, et chacun veut exprimer sa douleur en niant un peu, et même parfois beaucoup l'autre. Alors, vous avez parlé de la question des femmes. Cette violence sur les réseaux sociaux, elle pose aussi la question de son prolongement dans le monde réel. On l'a vu avec Ingrid Levavasseur, éphémère tête de liste gilet jaune aux élections européennes, violemment prise à partie par ses anciens amis dès son choix d'y aller. D'abord, c'était sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, certains tentent de voler l'identité des gilets jaunes, des citoyens, en faisant de la politique, en allant s'asseoir à la table de ces mêmes personnes qui ont volé le peuple, l'ont pillé, lui ont menti, et en plus de ça, depuis plus de 10 semaines, le tabassent. Je sais pas qui t'a racheté Ingrid. Je sais pas qui t'a donné quoi que ce soit ou qui t'a vendu du rêve. Mais ce que je vois, c'est que tu es en train de trahir des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes qui avaient confiance en toi. Et tu es en train de leur mettre une carotte. Alors, on retrouve ces attaques sur la page Facebook de la Gilet jaune et de façon insultante, dans des tweets comme celui derrière moi et que je ne lirai pas pour ne pas contaminer ma gorge. Voilà, ces insultes sont écrites sur Twitter. On les a aussi entendues pour de vrai lors de la manifestation des 3 mois du mouvement. Alors, y a-t-il un lien entre les insultes du monde virtuel et celles qu'on vient de voir dans le monde réel? Alors, je vais vous faire réagir, mais d'abord la réponse d'Ingrid Levavasseur, pour qui il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est la manifestation matérielle de ce que vous receviez sur les réseaux sociaux avant? Voilà, c'est tout à fait ça. Vous avez très bien résumé. C'est tout ce que je vis sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une porosité comme ça entre la violence virtuelle où l'autre n'existe plus, comme vous l'avez dit, et puis après sa concrétisation dans le monde réel? Oui, là, effectivement, ça semble être tout à fait identique. Les gilets jaunes, depuis le départ, restent sur une même ligne de conduite. Je parle de ceux qui sont pacifistes. C'est une grande famille. Ils sont absolument une foule qui veut se faire entendre. Et comme en famille, on s'engueule, alors, si je comprends bien. Et violemment. Parce que... on s'engueule lorsque quelqu'un sort la tête de l'eau, se démarque de la famille et prend une initiative et se montre audacieux. Or, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas de leader, que personne ne parle en leur nom. D'accord, mais sur le passage entre le monde virtuel et le monde réel, est-ce qu'il y a pour vous un espèce de facilitateur, une fois qu'on a nié l'autre dans le monde virtuel, de le nier dans le monde réel, c'est une passerelle? Pour le coup, oui, parce qu'ils disent exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils manifestent leur refus que cette femme porte leur mouvement en leur nom. Une réaction peut-être à ce que vient de dire Hélène Vecchiali, et puis aussi sur la réponse d'Ingrid Levavasseur, qui, elle, donne sa version des faits. C'est ce que c'est bien de répondre d'ailleurs comme ça aux critiques. Alors oui, il est évident que les deux mondes sont liés, que le virtuel répond au réel, mais inversement. On a souvent tendance à opposer ou dissocier les deux mondes.
c'est pas vraiment le cas. Surtout aujourd'hui où tout le monde pratique les réseaux sociaux. Les gens s'expriment soit dans le réel, soit dans le virtuel, mais ont une espèce d'entité commune. Ils ont retrouvé, contrairement à la Ligue du LOL dont vous parliez au début, aujourd'hui, ils ont retrouvé leur moi, on va dire, sur les deux. Il y a beaucoup de propos qui sont assumés. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est observé sur les réseaux sociaux, par les chaînes Tout Info, là où avant, vous aviez des lapidations en place publique, mais ça restait dans la place publique, ça n'allait pas plus loin. C'est les médias classiques, on va dire, qui font communiquer les deux mondes. Les médias et réseaux sociaux qui amplifient, donnent un écho supplémentaire et donne vraiment une impression de violence qui est issue des réseaux digitaux, mais les réseaux digitaux ne font que catalyser quelque chose qui existe déjà à l'état réel. C'est ça, c'est pas le monde, c'est le catalyseur, et dans ce sens-là aussi. Et sur la réponse d'Ingrid Levavasseur, elle a raison, selon vous, de répondre, parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas répondre aux insultes, hein, ça c'était une des maximes qu'on entend souvent, vous qui êtes communicant. Non, elle ne répond pas aux insultes frontalement, et elle a raison, elle met simplement les points sur les i en disant, ben voilà, oui, c'est ce que je vis comme harcèlement quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les manifestations où je vais. Alors cette dénonciation d'Ingrid Levavasseur n'est pas sans rappeler l'attitude des femmes politiques comme Marlène Schiappa, alors violemment prise à partie après avoir dénoncé la cagnotte de soutien aux boxeurs gilets jaunes qui avaient frappé des policiers. La secrétaire d'État a publié un condensé des insultes qu'elle a reçues sur les réseaux sociaux. Là aussi c'est très violent, des photomontages porno aux insultes putes à juifs. Et à la radio, elle annonce qu'elle va porter plainte. Un homme, on va l'insulter sur ses idées. Une femme, on va la sexualiser. Et moi, c'est ce qu'on voit. Il y a des appels au viol, il y a des propos très orduriers, des menaces de sévices sexuels. On me dessine en poupée gonflable, on fait des photomontages où je suis à demi nue. On me traite de noms à connotation sexuelle. Donc c'est effectivement plus l'antisémitisme. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui dépasse ma personne et qui est quelque chose qui concerne le traitement des femmes en général dans l'espace public. Voilà, alors là, c'est pas le name and shame, nommer pour mettre la honte, on va dire, mais l'idée est aussi de dénoncer un commentaire aussi sur cette démarche aussi qui pousse à mettre le doigt sur ce qu'elle subit. Marlène Schiappa a raison, même si je pense qu'elle ne découvre pas le fonctionnement des réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier qu'au départ, c'était une maman blogueuse. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, et avec des sujets qui étaient déjà assez disruptifs. Elle avait déjà reçu des menaces. Maintenant, son poste de ministre l'expose encore plus, d'autant qu'elle a tendance à ne pas avoir sa langue dans sa poche. Donc elle clive. Et comme toutes les personnalités clivantes sur les réseaux sociaux, vous avez deux camps, ceux qui vont vous soutenir et puis ceux qui vont passer leur temps à vous défoncer de toutes les manières possibles, y compris les plus ordurières. Ouais, et en dénonçant finalement les attaques qu'elle subit, qu'est-ce qu'elle fait elle contribue à cliver davantage Oui, parce mais ça ne change rien, quoi. Ça ne changera rien parce que les gens qui sont de toute façon dans la haine, vous ne les ramènerez pas au bercail. Ce sont des gens qui sont monolithiques, qui ne bougeront pas. J'ai moi-même subi des harcèlements, alors pas à l'intensité de Marlène Schiappa, Dieu merci, mais j'ai pu voir quand j'essayais d'échanger que ça partait tout de suite en vrille et que la personne ne bougeait pas. Les gens qui sont dans la haine ne bougent pas. Vous dites finalement la communication, elle s'adresse aux autres, pas à ceux qui vous harcèlent, si je comprends bien. Ça aussi, pour vous, c'est un phénomène quelque part de déshumanisation de l'autre sur les réseaux sociaux. Le fait qu'on ne bouge pas, qu'on ne puisse pas faire bouger les gens. Oui, c'est évident qu'on ne peut pas les faire bouger puisqu'il n'y a pas de dialogue. Il ne s'agit pas d'un conflit, il s'agit d'un délit. Il y a des commentaires qui se répondent les uns les autres. Oui, mais bon, c'est pas un dialogue. Oui, c'est pas un dialogue. Mais là, pour le coup, je pense qu'il se passe autre chose. Et ce que dénonce Marlène Schiappa, c'est le problème des femmes en politique, mais des femmes dans le pouvoir. Beaucoup d'hommes ont beaucoup de difficultés à percevoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et ces femmes qui arrivent au pouvoir ou ces femmes qui arrivent à l'égalité. Pour beaucoup, ils ont très très peur qu'il y ait une réponse de la bergère au berger, c'est-à-dire que les femmes vont arriver au pouvoir, avoir des comportements de vengeance, des comportements de rancœur, et avec des grands ciseaux couper le phallus pouvoir, et avec cette peur de la castration. C'est la peur de la castration qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Bon, Olivier Simolière, vous n'êtes pas d'accord? Un petit commentaire? J'aurais tendance un petit peu à tempérer. C'est vrai que les femmes en prennent très cher sur les réseaux sociaux. Surtout les femmes politiques, plus que les hommes politiques. On a cherché des exemples d'hommes, on n'en a pas trouvé. Alors, les hommes politiques vont être souvent attaqués sur autre chose, quand ils ont quelque chose de différent, l'homophobie. Les origines juives ou arabes. Et là, on retombe dans les mêmes attaques racistes honteuses et on cherche à les démolir jusqu'à les nier. Alors justement, vous nous amenez à la question de l'antisémitisme, où là, on a vu de nombreuses réactions de tout le gouvernement après les insultes antisémites jetées au visage d'Alain Finkielkraut en marge d'une manifestation Gilets jaunes, filmée par Yahoo Actualité et qui ont fait le buzz, on l'a dit.
Alors attendez, on avait commencé le débat, pas dans l'extrait, je reprends. Donc suite à cette vidéo, Emmanuel Macron fait un tweet. Les injures antisémites qu'il a subies sont la négation absolue de ce que nous sommes et qui fait de nous une grande nation. Quant au ministre de l'Intérieur, il dénonce un déferlement de haine pure que seule la police a interrompu. Suite à ça, Aude Lancelin, patronne du média proche de la France Insoumise, l'accuse, je cite, de monter en épingle des fake news à base d'antisémitisme. Alors une attaque dans l'esprit de ce qu'on a pu voir pas mal sur les réseaux sociaux. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que Castaner, le ministre, lui répond « Je vous ai écrit que vous mentiez ». Alors là, il fait référence à de précédents échanges. Alors que je croyais que c'était un problème personnel, je constate que c'est la dénonciation de l'antisémitisme qui vous pose un problème. C'est plus grave. Alors, on dit souvent, et je l'ai déjà rappelé, qu'il ne faut pas répondre aux attaques sur les réseaux sociaux. Là, on voit que le ministre répond directement à une attaque. Est-ce qu'il a raison de le faire? Parce que là, on voit qu'il y a une espèce de match à distance, là encore, qui s'engage. Il n'y a pas de réponse toute faite ou d'attitude toute faite. Ça dépend vraiment du contexte. Dans le cadre de Christophe Castaner et Aude Lancelin, il y a un contentieux qui date déjà depuis plusieurs histoires. C'est plus la réponse de Benjamin Griveaux qui pose problème parce que lui dit, à la 20e seconde, on entend sale juif. Pour avoir écouté les vidéos plusieurs fois en boucle, on n'entend pas ce mot-là. Et là, d'ailleurs, ça a donné une perche à Aude Lancelin qui a tout de suite prétendu que Benjamin Griveaux avait un complot, était dans les fake news, etc., etc. On voit bien qu'effectivement, on entend sale race dans la vidéo. Lui, il résume ça en sale juif. On va dire que là, c'est pas le mot exact, mais on va dire, il est dans l'esprit, on va dire, de la vidéo. Et ça pose la question, là aussi, d'un phénomène sur les réseaux sociaux. Dès qu'on ne dit pas le bon mot, dès qu'on ne dit pas la bonne chose, dès qu'il y a la moindre petite erreur, en fait, on prête le flanc aux attaques. C'est ça, en fait. Et même quand on est précis, de toute manière, le mot sera tellement décortiqué sous tous les angles, dans toutes ses dimensions, que si on a envie d'attaquer quelqu'un, on trouvera toujours le moyen de l'attaquer. Alors là, c'est joyeusement mêlé de sionisme, d'antisionisme, d'islamisme, anti-islamisme, et on se défoule. Et comme Alain Finkielkraut est aussi une personnalité quelque peu clivante, quand il avait été à Nuit debout il y a 2 ans, il s'était fait interpeller pareil par la foule et chahuter. Voilà, tout de suite, c'est le genre de personne donc, si je comprends bien ce que vous dites, c'est pas le mot du ministre qui pose problème, c'est le contexte. C'est un contexte global. Merci à tous les deux. On va finir l'émission avec Cyril Lage, directeur de Cap Collectif, plateforme de débat en ligne utilisée à la fois par le grand débat gouvernemental et les Gilets jaunes. Alors Cyril Lage, bonjour. Bonjour. Je vous ai vu prendre des notes. Enfin, je les vois là d'ailleurs, vos notes. Non mais j'arrive pas à lire à l'envers. J'écris tellement mal. Est-ce que vous avez un commentaire, vous qui êtes justement spécialiste et opérationnel des réseaux sociaux, est-ce que vous venez d'entendre sur cette violence en ligne et aux analyses qui ont été faites? Oui, en effet, sur les chiffres qui ont été donnés, je vais en rajouter 2. Donc en moyenne, on entendait 10% de modération sur les réseaux sociaux de contenu haineux. Dans la presse, sur les sites de presse, dans les commentaires, on est aujourd'hui sur des volumes de 40 à 60% de taux de modération de contenu. Ça veut dire 40 à 60% de contenu qui pose problème? Ben non, qui sont tout simplement même écartés. Oui, écartés, qui font plus que poser problème. Effectivement, qui sont dépubliés, ce qui est assez massif. Et beaucoup de médias, partout dans le monde, sont en train de fermer ces espaces carrément de commentaires. Donc c'est un deuxième chiffre qui va dans le sens du premier. Mais je vais en rajouter un troisième qui va complètement à l'inverse de ça. C'est les chiffres qu'on enregistre nous. Sur la plateforme du Grand Débat, par exemple, comme tout le monde le sait, on a dépassé le 1 million de contributions publiées. On en a modéré 49. Ce qui fait, je l'ai calculé en pourcentage, 0,019% de contenu modéré. Et alors, j'allais vous poser la question, justement, mais pourquoi ce paradoxe? Comment cela se fait-il alors qu'il y a une telle violence sur les réseaux sociaux, chez vous, sur cette plateforme, ça ne fonctionne pas pareil? C'est parce que ce n'est pas un réseau social? Non, ce n'est pas parce que c'est un réseau social, c'est une question de contexte et de temporalité. Quand vous allez sur le site d'un média ou un réseau social, vous êtes en logique de réaction et de partage d'actualité. Comme dans une manifestation, on voit l'agressivité se révéler. Dans une consultation, vous êtes avec un décideur qui vous propose d'aller avec lui vers l'avenir. On est force de proposition, c'est ça? On est force de proposition. Et globalement, moi, ce que je passe mon temps à dire, c'est juste que les gens sont intelligents. Au sein de cette intelligence, de la compréhension de la situation et de l'opportunité. Et ce qui fait qu'on arrive toujours à ces scores. Ça fait 6 ans qu'on fait ça, on a fait 750 projets, on a même fait la consultation sur la bioéthique, donc vous imaginez un petit peu les enjeux. On est monté à 1,6
en termes de modération. D'accord, de commentaires problématiques, ce qui reste très peu. Voilà. Et on a une petite explication aussi technique sur notre plateforme, quelque chose qu'on a mis en place depuis le départ, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est ce qu'on appelait la corbeille ouverte. Dans tous les sites, y compris les réseaux sociaux, les sites de presse, quand un contenu est modéré, il disparaît. Chez nous, il va dans une corbeille, mais la corbeille reste accessible. Pour deux raisons. La première, c'est pour que nos clients ne puissent pas censurer les citoyens qui s'expriment et que les citoyens qui sont haineux ne puissent pas ensuite aller sur les réseaux sociaux dire qu'ils ont été censurés. C'est ça, c'est finalement sur les réseaux sociaux, souvent c'est un peu de la réaction, parfois un peu de la frustration aussi qui s'exprime. Pour vous, c'est ça qui suscite la violence? Oui, absolument. Alors, lors du dîner du CRIF, Emmanuel Macron a fait des propositions pour limiter la violence sur les réseaux sociaux. Alors, on a entendu vos préconisations, on va dire, écoutons les siennes. La question de l'anonymat sera évidemment posée. Elle est trop souvent le masque des lâches. Et derrière chaque pseudonyme, il y a un nom, un visage, une identité. Faut-il interdire partout sur Internet l'anonymat? Je pense que nous pourrions aller, par cette voie, à quelques égards vers le pire. Et il faudra donc y réfléchir à deux fois. Par contre, ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que parce qu'il y a l'anonymat, le contenu ne soit pas retiré dans les meilleurs délais, que l'identité ne soit pas recherchée et ne soit pas donnée. Une réaction? Mais une réaction, je vais rajouter à ce que j'ai dit précédemment, que sur notre plateforme, depuis le départ, on milite pour l'anonymat. Et donc avec une plateforme dans laquelle les gens sont majoritairement inscrits de façon anonyme, on arrive à 0,019% de taux de modération. Donc le rapport de cause à effet ne me paraît pas si évident. Non mais c'est dingue parce que ça rejoint exactement ce que disait Véronique Reissoult tout à l'heure, qui disait finalement les commentaires anonymes ne sont pas plus violents parce qu'à la limite quand on est à visage découvert, on veut en rajouter pour justifier son point de vue. Enfin c'était l'hypothèse psychologique qu'elle formulait. Mais alors donc, pour vous, ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi les politiques s'accrochent à ça, à cette question d'anonymat? C'est quand même paradoxal, parce que c'est ce qu'on entend à chaque fois. On a souvent comme ça en politique des solutions qui viennent, qui paraissent évidentes, et quand on les passe à l'épreuve des faits, et même des données qui sont objectives, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Pire sur ce sujet-là, le secrétaire d'État en charge du numérique a dit le lendemain, absolument le lendemain pour préciser ce qu'avait dit le président de la République, qui disait qu'il ne veut pas lever l'anonymat partout, mais à certains endroits. Il a dit que les endroits spécifiquement où il voulait le faire, c'était les sites de pétition et de consultation. Donc ceux dans lesquels finalement on a le moins de problèmes. Comme les vôtres, oui. C'est totalement incompréhensible. Et vous dites, nous, on préconise l'anonymat. Alors là, c'est quand même carrément prendre le problème complètement. Pourquoi vous préconisez l'anonymat ? Tout simplement parce que faire participer les gens d'une façon générale, il y a beaucoup d'enquêtes de sondages qui disent que les gens veulent participer. Mais en réalité, quand vous organisez des consultations, vous avez toutes les peines du monde à faire venir les gens. Plus vous mettez de difficultés, plus vous mettez de verrous, et moins vous aurez de participation. Il y a une vraie inquiétude également de fichage, d'opinion personnelle, politique, etc. Et nous, on considère que les gens doivent pouvoir s'exprimer librement. Donc pourquoi, dans la mesure où il n'y a pas d'obligation, on n'est pas dans le cadre d'un vote, où on accepte l'anonymat. On est anonyme aussi d'ailleurs. Le secret du vote. Donc pourquoi dans une consultation qui n'est pas décisionnaire, on devrait cette fois révéler son identité? Et bien pourquoi? On attendra la réponse du gouvernement. En tout cas, merci beaucoup pour ce décryptage. Merci à Marie Lebon, Benjamin Bataille et Diane de Charmas. On se retrouve pour le débrief. Sur les réseaux sociaux, les gens veulent avoir leur nom. Parce que le narcissisme, c'est du bon et du mauvais. Et d'ailleurs, le lieu où il y a le moins d'anonymes, c'est Facebook, et c'est là où il y a le plus de commentaires et d'expressions. Parce qu'ils ont aussi le sentiment d'être plus dans un cercle fermé, avec des gens qui nous ressemblent. Dans une communauté, quoi. Twitter, c'est l'agora publique, sur et on peut Twitter, discuter. Alors, ça n'exclut pas les dérives.